Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Soyez le bienvenu en ce jeudi 1er décembre. J'espère que tant bien que mal vous avez passé une bonne journée. Continuez à liker, à partager, aussi à apporter vos commentaires et les informations que vous nous donnez. Le titre de l'émission, les droits de l'homme en Algérie, catastrophique, un bilan désastreux. On va y revenir avec nos invités. Des libérations, des arrestations, des condamnations. On en parle ce soir. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, est exilé aujourd'hui en Belgique. Voilà ce qu'il dit. Quand est-ce qu'on parlera d'autre chose que les détenus et les abus en Algérie? Pitié pour ce peuple et ce pays. On mérite mieux. Voilà ce qu'il dit. Il tire aussi un bilan avec des chiffres qui font froid dans le dos. Saïd Salhi, qu'on connaît avec la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui font un travail maintenant depuis plusieurs années. On pense bien que ces chiffres ont une certaine fiabilité. Nos invités aussi en parlent, les réseaux sociaux, les ONG, certains députés. On va en parler ce soir. Plus de 10 000 arrestations arbitraires, plus de 700 détenus d'opinion. Encore à ce jour, on compte plus de 250 détenus d'opinion en Algérie. C'est plus de 100 activistes qui sont engagés à être interdits de voyager et de quitter le pays. Plus de 15 000 militants sont poursuivis pour rassemblement non armé, pour avoir touché à l'unité, atteinte à l'unité nationale, diffusion de fausses informations, porter injure au président de la République, au symbole de l'État ou encore à l'armée et à la sécurité. Plus de 400 militants pacifiques où les droits ont été suivis par le crime, notamment de terrorisme en vertu de cet article du 87 bis. Nos invités vont certainement y revenir. Des dizaines de détenus d'opinion et militants sont condamnés à mort pour certains jusqu'à l'éternité, et puis des grosses peines allant jusqu'à 20 ans de prison. 49 accusés condamnés à mort. On en a longuement parlé, notamment dans le cadre de ce procès de Jamel Ben Smaïn. Certains partis politiques sous surveillance, intimidés, le PST, l'UCP, le MDS, le RCD, le PT sont intimidés encore aujourd'hui, pour certains devant la justice. Une vingtaine de journalistes sont aujourd'hui, pour certains, soit emprisonnés, soit sont en attente de leur procès de poursuite. Fermeture, blocage aussi de journaux électroniques, de plusieurs chaînes de télévision sans enquête arbitrairement. Interdiction aussi de rassemblement, notamment dans le cadre de ce Hirak pacifique. Donc plusieurs questions se posent ce soir. D'abord, on reviendra sur la présence de l'ONU, puisque le rapporteur est en Algérie depuis quelques jours. On n'a pas beaucoup d'informations des deux côtés, mais sachez que le patron du RCD donc a été reçu, Atman Mazouz. On reviendra tout à l'heure notamment sur ce qu'il rapporte aujourd'hui. On essaiera aussi de comprendre, est-ce que l'ONU peut-elle faire pression ou c'est seulement, encore une fois, un constat? On y reviendra. Y a-t-il une stratégie pour le pouvoir algérien derrière ces libérations, ces condamnations, notamment dans les deux sens? Peut-on parler d'ores et déjà peut-être d'une transition, peut-être d'une main tendue? Est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune, le pouvoir algérien, est déjà en train de préparer les élections présidentielles de 2024? Donc c'est peut-être là une manière de dire au peuple: apaisement, ce sont des messages, on se dirige vers une nouvelle Algérie. Mais quand on voit encore une fois le constat que font certaines ONG, on est loin certainement d'une nouvelle Algérie. Et puis une question qui se pose avec toutes ces arrestations, ces intimidations, ces libertés d'expression qui sont bafouées. Est-ce que l'État appartient aussi au peuple? Est-ce que le peuple aujourd'hui se sent chez lui? Est-ce qu'il est citoyen en Algérie? On va y revenir. Et puis qui, en fin d'émission, on essaiera de comprendre aujourd'hui qui peut essayer de liberté, apporter un soufflement, un apaisement, peut-être libérer l'Algérie notamment de cette répression, de ces libertés d'expression qui sont bafouées, de ces droits humains aussi. Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que ce sont des États étrangers qui se disent notamment États de droit et démocratiques, ou c'est tout simplement le peuple? Avec nous sur le plateau, Hassan Hilache, bonsoir, docteur en sciences économiques, analyste politique, et je rappelle encore une fois que vous venez de publier un bel hommage, une belle œuvre concernant notamment à ce grand artiste qu'on n'oublie pas, Slimane Azem, qui a aussi d'ailleurs chanté l'amour, l'exil. Voilà, la une s'affiche donc aux éditions de l'Harmattan, Blessures et résilience. Il est disponible. Hassan Hilache, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à toute votre équipe et à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. En Algérie, il est avec nous, cher ami, cher confrère Karim Kebir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et à Alors, est-ce que Karim Kebir, journaliste, est avec nous? Bonsoir. Alors, Karim Kebir, je vous entends pas. On va essayer de résoudre ce souci, mais apparemment on vous entend bien à l'antenne, donc soyez les bienvenus. Je reviens à vous dans quelques instants. Est-ce que nous avons le maître, l'avocat Moukran Naït Mimoun avec nous? Pas encore. Alors, ce que je propose peut-être à Hassan Hiresh et à notamment Karim Kebir, c'était ce matin. Voici la nouvelle Algérie aussi, c'est le concret. Il était important peut-être d'ouvrir cette émission parce qu'aujourd'hui on parle des droits de l'homme et on peut parler aussi des droits humains. Le droit humain, c'est aussi peut-être d'avoir les premières nécessités, se vêtir, se nourrir normalement, se soigner. C'était à Bougie ce matin. Vous allez voir ici encore en 2022. Le peuple algérien, ces mamans, ces jeunes femmes, ces hommes, ces papas tentent tant bien que mal de faire la chaîne pour récupérer un litre de lait. اصبح الخير في اللون كويس بغي غا ونديني غا تمثل غندقي سكارينا يفكي غا يتغضب تفورا بخاخ تفورا سي برك ثلاث متر اثنا يسمع ما تتقد الحاجات هاد حفنا ويكون ديالو سنزميرات يدنا هذا تشكروني في غير كاسنا وخنا كنصبضون وبدا شاد فضلت ما يفضل نص تشكرت وتصحى تفورا غنقلق نحصد ترى مكان نخدم هذا طليم هذا نشتون هذا نسير غير في السكارين يفكي غنكون يهدى ربي إذا قتخدم النظام يفكي يدير هذا ما يفكي 17 مشتون في الناس العباد راكي مساكين ils ont eu des problèmes مقرانا. Nous lançons toujours un appel en tant que citoyen, en tant que نكوني قرا نديسن vraiment c'est incroyable des chaînes inoubliables. C'est un stress. C'est une perte de temps. Ça suffit. Barakat. C'est un produit très rare et que par exemple l'Algérie n'a pas besoin de tout ça. Barakat. Que les gens les postes de responsabilité وصفن الباكاج نسنا ذروحان ياسني دي زور بين ذروحان بركتنا عيا ونستاهل انا ما راكش تاقيني. Barakat Naya, stop, nous sommes fatigués, voilà, vous l'avez compris, hein, ces familles qui tentent de se ruer, de faire la chaîne et d'essayer vous l'avez vu, hein, de se procurer une pochette de lait, et on va parvenir notamment sur les débats en quoi effectivement constituer ces pochettes de lait. Karim Kebir, rebonsoir, merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans la thématique de ce soir, je vais parler aux citoyens algériens. On vient de voir ici des images assez fortes, assez choquantes, j'ai envie de dire, dans le plus grand pays d'Afrique, avec toutes ces richesses à tous les niveaux. Le soleil, l'agriculture, les hydrocarbures, mais aussi tous ces talents, ces femmes et ces hommes qui ont de telles compétences. On a aujourd'hui un peuple algérien qui est là à tenter de récupérer un litre de lait. La situation aujourd'hui en Algérie? Bon, c'est une. Je pense que vous l'avez décrite déjà, hein, dans l'intervention, dans votre présentation. Je pense que tout le monde constate quand même une terrible régression à tous les niveaux, pas seulement sur le plan politique ou sur le plan économique. Il y a une situation de fermeture et d'étouffement qu'on a peut-être jamais vécu auparavant, en tout cas, mis à part peut-être durant les années 70. Bon, j'étais très très jeune, donc je connaissais pas, mais pour les gens qui racontent,
c'est un peu similaire. Quand je parle similaire, essentiellement sur le plan de liberté, c'est-à-dire où tout est étouffé, tout est bafoué. Donc les gens n'ont même pas les moyens aujourd'hui même de protester, même de contester. Donc si on évoque le volet économique, là aussi, vous savez bien que nous n'avons pas une économie qui est basée sur des règles de transparence, sur un fonctionnement, c'est-à-dire selon des règles bien établies, mais c'est beaucoup plus une économie rentière basée sur la distribution de la rente. Et en même temps, il y a beaucoup de lobbies qui contrôlent des secteurs entiers, des segments entiers de l'économie. Donc forcément, il y a des dysfonctionnements, il y a toujours des problèmes, que ce soit au niveau de la distribution de certains produits, ou bien concernant l'importation, concernant beaucoup de secteurs en tout cas, qui échappent, qui sont contrôlés par des lobbies. Et quand on connaît que le pouvoir notamment depuis le Covid, tout le monde sait qu'il a été, quoi qu'on en dise, qu'il a été beaucoup fragilisé par le Irak. Donc, depuis qu'il a eu la situation du Covid, il s'est employé plutôt à se reconstituer. Donc, cette reconstitution, il passe par une reprise en main, en tout cas par les promoteurs de cette stratégie, par une reprise en main de tous les leviers. Et c'est comme ça qu'on a, disons, dans la précipitation, mis en place un arsenal juridique qui pratiquement réduit à néant l'expression libre, ou bien l'organisation, ou bien, que ce soit, vous l'avez évoqué au début, donc ça touche tous les partis politiques, mais notamment l'opposition qui est complètement exclue des médias. Vous avez la presse qui est complètement anéantie. Les gens ont peur de s'exprimer, même sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas exprimer leurs opinions. On va y revenir on va y revenir dans le détail. On va évoquer effectivement toutes ces Algériennes et ces Algériens en fait, qui constituent la société civile en fonction de leurs compétences, de leur secteur d'activité, de leur passion aussi, de leur engagement. On essaiera un peu de comprendre effectivement où en est la situation. Est-ce que le bilan notamment dressé par la Ligue algérienne des droits de l'homme est une réalité? Hassan Herrej, bonsoir une nouvelle fois. Vous êtes sur le plateau. Avant d'évoquer effectivement la thématique de ce soir, mais c'est lié, les droits humains, c'est aussi qu'un État, qu'un pouvoir, qu'un président de la République mette à disposition tous les moyens afin que son peuple, donc là les Algériens et les Algériennes, puissent se nourrir normalement, un pays où il y a souvent des pénuries, des files d'attente. On vient de voir des images en 2022 à Bougie. Ça vous évoque quoi? D'abord, je voudrais rendre hommage à cet homme. On a tué son nom, je ne sais pas si c'est un dessin. Un homme d'abord courageux et en même temps qui exprime toute une souffrance. Et dans son discours est absolument éloquent. Il parle de l'usure. On n'a rien, on est fatigué, on est complètement usé. Et il dit qu'au lieu d'aller au travail, au lieu d'aller ramasser les olives, de vaquer à nos occupations habituelles, on passe notre temps à faire la chaîne pour qu'un litre ou deux de lait. Donc c'est absolument scandaleux et lamentable. Et je crois qu'il décrit parfaitement bien la situation que vit le pays. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course à la survie. Et donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile de parler de droits de l'homme au sens de la liberté d'expression sur lequel on va revenir, etc. Mais là, déjà, je veux dire, c'est un retour quasiment à la nuit coloniale. Moi, je suis un enfant de la guerre. Je me souviens de la misère des gens, de notre misère, de nos familles dans les villages, certainement aussi dans les villes, où on attendait qu'il y ait une distribution généreuse, soit de la congrégation des Pères Blancs ou de la SAS ou des militaires, etc., pour distribuer de la farine, quelques
ingrédients comme le sucre, etc. Mais bon, c'est véritablement le Moyen-Âge auquel on est en train de revenir. Et pourtant, quand on pourtant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, évoque tout de même une nouvelle Algérie. Oui, il y a une nouvelle Algérie pour une poignée. Quand on voit ces images, en tout cas, c'est mal parti. Il y a une nouvelle Algérie pour une poignée d'affairistes, pour une poignée de politiques qui sont dans le système. Il y a une nouvelle Algérie, effectivement, pour les plus forts. Il y a une nouvelle Algérie pour les plus rusés. Il y a une nouvelle Algérie, effectivement, pour ceux qui jouent le jeu du pouvoir, qui ferment les yeux sur la catastrophe que vit l'Algérien moyen et le petit Algérien, ce que vivent les femmes, les hommes, les enfants dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les commerces, dans le transport, dans leurs champs, dans leurs usines, dans leurs maisons, etc. Bien évidemment, il y a une nouvelle Algérie pour ceux qui, aujourd'hui, détiennent une parcelle de pouvoir et sont éventuellement dans des circuits d'affaires, que ce soit des circuits officiels ou non officiels. Donc il y a effectivement deux Algéries. Il y a une fracture sociale qui est absolument insupportable. Moi, je ne comprends pas que des hommes qui ont connu les affres de la guerre d'Algérie, qui ont connu les difficultés de l'indépendance et qui aujourd'hui l'Algérie a de l'argent. L'Algérie n'est pas un pays pauvre. L'Algérie, c'est un peuple pauvre et un État riche. Et donc, il y a une espèce de laisser-aller au niveau des décideurs qui est totalement incompréhensible. Je ne dis pas que tous les décideurs, évidemment, sont des mafieux, sont sans cœur, etc., etc. Mais aujourd'hui, ceux qui vraiment tiennent la dragée haute au peuple algérien, eh ben, ceux-là sont sourds aux appels de détresse qu'on vient d'entendre ici dans cette chaîne et un peu ailleurs. Donc j'imagine comment est le quotidien de mes compatriotes dans des régions coupées complètement des circuits officiels en dehors des villes, en dehors des grandes agglomérations. Donc nous sommes en train de voir une Algérie qui s'effondre mentalement. Tout est anxiogène dans ce pays-là. Aller au marché, c'est anxiogène. Aller à l'hôpital, c'est anxiogène. Aller au travail, c'est anxiogène. Et il manque de tout. Aller à la pharmacie, c'est quasiment impossible pour beaucoup d'Algériens. Donc voilà ce que j'en pense. Malheureusement, c'est totalement pessimiste parce que aujourd'hui, je n'en vois pas l'issue. J'espère qu'elle existe, cette issue. C'est aux décideurs de nous le dire. On essaiera en fin d'émission d'essayer de comprendre un peu quelles sont les issues, même si on voit tout de même un peuple tout de même déterminé, puisque quoi qu'il arrive, on le voit, puisque notamment cette jeunesse ne s'arrête pas. On va revenir ici, on va écouter le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous parle notamment de ces détenus d'opinion et qui évoque ici un mensonge du siècle. Et on en parle juste derrière. اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الشمه داخل قبه البرلمان فقط سيطر. Voilà, on a entendu ici donc le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On va essayer de comprendre maintenant, est-ce que ce constat, ce bilan qui est fait d'abord par les ONG, notamment ici la Ligue algérienne des droits de l'homme, mais aussi par plusieurs militants, plusieurs députés qui se sont exprimés, notamment européens. On va essayer de comprendre où en est la situation avec nos invités. Je vais tout de même vous donner le ton. Je vous disais tout à l'heure, arrestation, condamnation, libération, mais aussi, ça c'est au niveau du peuple, mais
il y a aussi au niveau notamment des hauts responsables, notamment du pouvoir. Alors, juste pour vous donner des informations, vous allez voir que c'est pas facile d'être ministre en Algérie, et je pèse mes mots. Le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, donc du côté d'Alger, a condamné. Donc aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, donc accusé de corruption, il n'est pas le seul, en tout cas dans les chefs d'accusation, à 12 ans de prison ferme, et les anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Nourdine Bedoui à 10 ans de prison ferme, donc toujours pour le même chef d'inculpation. Les deux anciens ministres de l'Industrie, Abdel Salam Bouchouareb et Abdelhamid Temar, ainsi que l'ancien Wali Badrissi Ali, ont été condamnés à une peine de 20 ans de prison ferme avec confirmation de mandat d'arrêt international. Les deux anciens ministres, les portraits s'affichent donc à l'antenne, les deux anciens ministres des Ressources en eau, Houssine Nessib et Areski Belarki, ainsi que l'ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, ont été condamnés à 8 ans de prison ferme. L'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Houdayman Feraoun, et l'ancien ministre des Travaux publics, Amar Roul, ont écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme. Une amende d'1 million de dinars a été infligée à tous les accusés. Pour rappel, les accusés sont poursuivis dans des affaires de corruption, notamment de dilapidation de deniers publics, abus de fonction, etc. etc. Voilà un peu aussi pour vous donner de l'autre côté. Alors on va essayer de comprendre pourquoi toutes ces condamnations de l'autre. Est-ce que c'est un message notamment à faire passer puisque le rapporteur est là? Est-ce que le président de la République et la justice algérienne tentent d'apaiser un peu les choses, notamment en direction de ces élections 2024? Karim Kebir avec nous, journaliste. Voilà, vous avez entendu tout à l'heure le lancement avec ce constat et ces chiffres. On entend aussi ici toutes ces condamnations qui ont été clairement décrites, notamment par la PS et puis toutes les presses, hein, c'est public. Comment d'abord, est-ce que aujourd'hui le constat qui est fait, est-ce qu'on peut parler d'un pays où les droits de l'homme sont dans une situation et dans un bilan désastreux? Absolument. Je ne pense pas qu'on a vécu une situation similaire par le passé. Même si le système en lui-même, dans son fonctionnement, dans sa manière de concevoir, en tout cas de concevoir l'Algérie, ça n'a jamais atteint cette proportion où même, je vous le disais tout à l'heure, où même s'exprimer sur les réseaux sociaux peut vous conduire en prison. On a vu avec beaucoup de militants. Mais quand on parle qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, on a vu des gens qui ont passé une année de prison, après ils ont été acquittés. Je ne vois pas sur quelle base ils se sont retrouvés en prison, après la justice décide de les acquitter. Donc il y a un problème là-dessus. Mais à tous les niveaux, je vous l'ai dit, sur le plan politique, c'est la congélation pratiquement. D'ailleurs, même les partis du pouvoir qui les soutenaient, ils peinent à activer parce que, d'abord, probablement, en tout cas de mon point de vue, on leur interdit réellement de s'afficher parce qu'ils considèrent qu'ils étaient la cause du Hirak, donc ils ne peuvent pas forcément s'afficher. L'opposition, donc, il est étouffée parce que, par certains égards, elle est considérée comme étant un prolongement, si vous voulez. Donc, elle porte un peu, d'une certaine façon, les revendications du Hirak. La presse n'en parle pas. Une bonne partie, en tout cas l'écrasante majorité, s'est convertie en porte-parole officielle du discours officiel de la nouvelle Algérie. Il est interdit pratiquement de manifester, ni de se rassembler, ni de. Donc c'est la congélation totale à tous les niveaux. Donc forcément, nous sommes dans une situation très extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut parler? Personnellement, je ne vois pas. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on peut, alors je voudrais pas choquer un peu dans les mots, mais quand on entend tous ces bilans et puis tous ces invités qui nous font l'honneur effectivement de venir parler, c'est pas facile pour les uns et les autres. Est-ce qu'on peut parler d'un pays en état de dictature, puisqu'apparemment quand on parle en Algérie, ça se passe mal? Non, nous sommes dans un autoritarisme, c'est-à-dire on ne peut rien faire. On ne peut rien faire.
Mais là, je pense, de mon point de vue, c'est que parce qu'au niveau du régime, il n'est pas encore sorti de sa crise. Et donc ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent gérer le pays et gérer leurs contradictions. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure les emprisonnements des ministres et tout ça, des anciens premiers ministres et tout. Pour ma part, je pense que ce n'est qu'une infime partie de l'iceberg. Parce que si réellement on avait une justice libre, la corruption elle est industrielle. Ce n'est pas une affaire de quelques ministres. C'est à tous les niveaux. Ça a atteint des proportions durant le règne de Bouteflika, des proportions alarmantes. Donc, est-ce qu'on pourrait... D'ailleurs, je pense qu'ils ont, essayé un peu de récupérer la confiance à travers l'emprisonnement de soi-disant ces anciens ministres. Mais c'était un échec pour eux parce que, en vérité, ils n'ont fait que porter un coup à leur propre système. Parce que ces gens-là qui ont été emprisonnés, ils ont des relais, ils ont tissé une toile. C'est pour ça, d'ailleurs, dans leur discours officiel, on revient toujours aux résidus de la Isaba, parce qu'ils savent que finalement, ça n'a pas porté ses fruits, en tout cas, ni dans la récupération de ce rétablissement de cette confiance qu'ils recherchaient auprès du peuple, ni ils ont mis fin à la corruption. Alors restez avec nous, Karim Kébir, je reviens à vous dans quelques instants. Même question. Voilà, le constat, il est là. On en parle souvent, mais maintenant, c'est vrai que ça prend des proportions de plus en plus. Rien que d'ailleurs, même au sein de la rédaction, en l'espace d'un mois, on n'a jamais autant fait vraiment d'émissions pour en faire tous les jours autour de ces droits, de ces arrestations. Voilà ce que vous dites sur vos réseaux sociaux, Hassan Helloch. Ils ne sont pas condamnés pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Artistes militants, lanceurs d'alerte, victimes expiatoires, de certains paranos du pouvoir et de quelques narcissiques de l'opposition, deux camps d'une société dans laquelle l'opinion tient lieu de vérité. Oui, tout à fait. Avant d'arriver à ce post que j'ai fait ce matin sur ma page Facebook, de façon spontanée, je voudrais qu'on ne fasse pas d'amalgame entre les personnes condamnées pour des affaires de corruption, des hommes du pouvoir qui avaient des places au sein des institutions et qui ont sévi pendant des années et qui ont méprisé le peuple. Donc cela, c'est une chose totalement à part. Je pense que la justice fait bien de commencer effectivement à faire ce travail. Alors restez là-dessus justement. Et la question qu'on se pose ce soir, c'est pourquoi là maintenant en 2022, est-ce qu'il y a toutes ces condamnations qui sortent? Il y a un rapporteur donc de l'ONU. On va en parler 2 minutes parce que le RCD Ahmed Mazzouz a été accueilli. On essaye de comprendre effectivement d'abord pourquoi ces condamnations maintenant. Est-ce qu'il y a un message notamment du pouvoir envers peut-être le peuple de dire on a compris, on apaise? Et puis je vous lance une question que je lance aussi à Karim Kébir. Est-ce que ces personnes qui sont condamnées aujourd'hui, je le dis avec un petit sourire, est-ce qu'on pourrait demain les retrouver en fonction? On a vu les généraux Nezar et Toufiq être honorés dernièrement. Oui, il faut y rajouter Chakib Khalil, qui était condamné, qui avait un mandat international et qui était revenu non seulement comme ministre, mais aussi était pressenti comme remplaçant éventuel de Bouteflika. Donc les messages envoyés sont certainement multiples. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'ONU, il y a toujours des organisations onusiennes qui appellent un certain nombre de pays, dont l'Algérie, à lutter contre la corruption. On le voit par exemple concernant la Russie, l'Ukraine, le Venezuela, les pays d'Afrique, etc. Enfin, c'est pratiquement la majorité des pays de cette planète. Donc il y a effectivement cette lutte contre la corruption à laquelle on appelle l'Algérie. Et je dis que c'est extrêmement important que la justice aille dans ce sens-là.
en espérant évidemment qu'il n'y a pas de règlement de compte, que c'est vraiment un retour au droit, rien qu'au droit, et non pas... Est-ce que vous pensez qu'il y a eu réellement d'enquête aussi? Parce que vous en faites partie, et ce que disent aussi tous les invités ici, c'est de dire, nous on souhaite qu'il y ait des vraies enquêtes pour Yahya, pour Sellal, pour les personnes condamnées à mort aujourd'hui autour de l'affaire paix à son âme de Jamal Ben Smaïn. Est-ce que vous pensez que réellement ces condamnés ont vraiment eu le droit à une réelle justice, une réelle enquête? Encore une fois, je fais une distinction, mais alors radicale, entre l'affaire Ben Smaïn et l'affaire des droits de l'homme, l'affaire des condamnés pour délit d'opinion, pour avoir été activiste du Hirak, ou pour avoir émis un certain nombre d'idées, soit sur Facebook, soit dans un certain nombre de partis politiques ou d'associations, etc. Ça, c'est complètement autre chose. Et là, nous étions en train de parler justement des ministres, des walis, des premiers ministres, des militaires, des officiers supérieurs, des magistrats, ainsi de suite, qui ont été donc accusés de corruption ou d'autres malversations et que sais-je. Moi, évidemment, je suis incapable de dire si leurs dossiers sont effectivement des dossiers totalement réels ou s'ils sont préfabriqués. Je n'ai aucune espèce ni d'information ni de compétence à parler là-dessus. Mon souhait, c'est que la justice revienne au droit, autant dans ces affaires que dans les autres affaires, qu'on quitte évidemment tout ce qui est de l'ordre du jugement hâtif, des clichés, des règlements de compte, etc. Je crois que l'homme qui était dans la chaîne, qui cherchait du lait, nous l'a dit. Il ne parlait pas que de la nourriture, il disait que nous sommes complètement usés par tout ce système qui dysfonctionne et qui broie l'Algérien depuis maintenant 60 ans. Je crois qu'il faut absolument faire la distinction entre les condamnés d'opinion et les condamnés de droit commun, et soit pour des affaires de corruption, soit pour affaires de drogue, soit pour affaires de trafic de devises, trafic d'influence, intelligence avec l'étranger, etc. Donc après, maintenant, vous avez posé la question du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nie, qui est complètement dans la négation. Donc, là aussi, même là, moi, je nuance un petit peu les choses. Il peut être effectivement complètement dans le déni, à savoir qu'il connaît les dossiers, qu'il maîtrise parfaitement les éléments et qu'il sait pourquoi tous ces jeunes et moins jeunes sont en prison depuis le Hirak jusqu'à maintenant. Et à ce moment-là, il balaye ça d'un revers de main, auquel cas il serait totalement scandaleux, ou bien le président de la République ignore ce qui se passe. Parce qu'on voit par exemple dans un certain nombre de dictatures où les services qui fabriquent des dossiers, que ce soit des services de l'institution militaire, de la police ou d'autres services de renseignement, les renseignements généraux, etc., ou même les services des institutions comme les wilayas, les mairies, etc., ou bien ces agents-là fabriquent des dossiers pour ne pas heurter le président, pour lui dire que voilà, ces gens-là, effectivement, ils font du tchouiche, ils sont totalement en marge de la société, ils lui fabriquent de faux dossiers, et à ce moment-là, il peut s'exprimer de cette manière, ou bien il est dans le déni. Très bien, merci. Restez avec nous. On vient de m'informer qu'on a Saïd Salhi avec nous. Bonsoir Saïd Salhi, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Saïd Salhi. Donc je rappelle, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Sur votre page Facebook, vous faites un constat
Enfin, sans nom aujourd'hui, c'est une situation de plus en plus désastreuse. J'aimerais vous entendre là-dessus. En plus, c'est votre combat concrètement depuis plusieurs années. Et peut-être un mot, alors effectivement, comme vient de le dire Hassan Herache, on ne mélange pas les affaires, mais tout de même, il y a une situation un peu particulière. On a un pouvoir qui condamne, on a un rapporteur en Algérie, où il y a eu tout de même des libérations. On rappelle qu'il y a quand même pas mal d'affaires où certains ont été libérés dernièrement. Beaucoup sont encore derrière les barreaux. Comment vous analysez un peu cette situation? C'est l'apaisement, c'est un réel geste, une réelle volonté du pouvoir maintenant de dire « Ok, on a compris, on ouvre les vannes, place à la liberté », ou est-ce que c'est vraiment dans un contexte où ça serait peut-être en faveur, notamment pour ces élections 2024 ou pour se redorer le blason auprès de l'ONU par exemple? Merci. Alors, à mon avis, moi, je pense que le pouvoir s'est pris au piège. C'est pris au piège par sa feuille de route autoritaire. Pratiquement en décembre 2019. Aujourd'hui, bien qu'il essaye bien sûr de redorer le blason, d'essayer un peu de donner une image plus ou moins acceptable au niveau international, notamment devant les instances internationales et régionales des droits humains, mais le pouvoir, de par sa nature autoritaire, de par sa nature répressive, aujourd'hui, il ne veut pas se déjuger. Il ne veut pas se déjuger, donc au contraire, il est en train de manœuvrer comme à l'accoutumée. Le pouvoir, aujourd'hui, instrumentalise vraiment de manière honteuse d'abord la justice, mais aussi le dossier des détenus d'opinion de manière générale. Alors, vous parlez de libération, bien sûr, nous on se réjouit à chaque fois qu'il y a une libération, à chaque fois que nos amis des militants s'en sortent des griffes de l'arbitraire, mais il faut dire que le pouvoir continue à agiter cette carte et à instrumentaliser justement ce plan. On a vu à plusieurs reprises des grâces, on a vu à plusieurs reprises un semblant d'appel, mais juste le lendemain, le pouvoir revient à ses habitudes, parce que malheureusement, il y va de sa propre nature. Aujourd'hui, je ne pense pas que le pouvoir va se déjuger sur un dossier, notamment l'article 87 bis, ou le dossier des détenus d'opinion de manière générale, sinon, à la limite, il va se déjuger sur la totalité de sa feuille de route. Donc aujourd'hui, le pouvoir sait bien, s'il ouvre le champ politique, le champ médiatique, le champ civique et démocratique, les gens, ils vont encore continuer à revendiquer leurs droits, à revendiquer le changement tel qu'il a été exprimé de manière forte, de manière massive en 2019. Donc, c'est vrai qu'on a vu ces jours-ci des libérations, mais sur certains cas, sur certains dossiers, les gens ont été libérés, mais le lendemain, ils ont été repris en justice. Le cas de Hassan Azzam, le cas de Halouna Hamzi, et beaucoup d'autres. Même, c'est ce qu'on a vu à chaque fois, même en 2019, janvier 2019, il y avait une grâce de près de 100 personnes. Le lendemain, le pouvoir est revenu à ses habitudes, aux arrestations et aux détentions arbitraires, à la fermeture du champ politique, de manière générale. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir continue encore à manœuvrer. Il continue encore à manœuvrer de façon à restreindre justement ses poursuites à ce qu'il appelle pour lui les dossiers un peu qu'il a nommé de terrorisme, notamment le MAC et Rachel. Donc il essaie un peu justement, de revenir sur ce dossier. Saïd Salhi, peut-être un mot, j'aimerais avoir votre point de vue. D'abord, il faut savoir notamment concernant Hassan Bourras, qui lui donc a été acquitté après avoir passé quelques temps en prison. Il faut savoir que le procureur avait requis quand même 15 ans de prison ferme. Plusieurs notamment ont été accusés, liés notamment à ce 87 bis, lié au terrorisme, mais derrière ils sont pour une grande partie acquittés. Quel est votre point de vue par rapport à d'un côté, rapidement, on va coller un 87 bis à un citoyen algérien qui s'exprime, et puis d'un côté, il est libéré. On rappelle que le 87 bis, c'est pas rien non plus, c'est classer quelqu'un de terroriste. Tout à fait. Alors tout d'abord, on se réjouit de la libération de notre ami Hassan Bourras, mais il faut dire que Hassan Bourras n'a pas été acquitté. Il a été acquitté donc les poursuites liées au terrorisme, il a été poursuivi sur d'autres. D'ailleurs, il a été condamné à 2 ans de prison ferme, dont de prison en sursis. Moi, je pense qu'avant de parler du 87 bis ou de toutes les poursuites et les condamnations, il faut revenir d'abord à l'objectif visé par le pouvoir. Qu'est-ce qui est visé par ces poursuites-là?
L'objectif était clair, était visible depuis les premières arrestations en juin 2019, c'était d'en finir avec le Hirak. C'était d'installer un climat de peur pour que les Algériens d'abord reculent sur leur engagement, reculent sur la quête du changement, et c'est ce qui a été fait. Plus ou moins, le pouvoir a réussi. Il a réussi d'abord, à installer ce climat de peur. Il a réussi à, interdire toute expression démocratique en Algérie, notamment les marches pacifiques, les réunions, l'expression de manière... C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas, effectivement, ce constat. D'ailleurs, vous le faites très bien sur vos réseaux sociaux. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il n'y a pas un message d'apaisement, peut-être une récupération aussi électorale, d'inviter peut-être les Algériens à se diriger en 2024 aux élections? Je pense que trop tôt d'en parler 2024. Il y a encore toute une année devant nous. Je pense que trop tôt d'en parler en 2024. Et bon, moi, je ne pense pas que le pouvoir va ouvrir le champ politique aux Algériens. Sinon, il l'aurait fait en 2019. Voilà, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le système n'a pas changé. Il n'a pas de volonté de changer. Donc, s'il va ouvrir, il va ouvrir pour ses partisans. Il va ouvrir pour ses troupes à la limite. Mais il ne va pas ouvrir pour les Algériens pour qu'il y ait une véritable expression démocratique, pour qu'il y ait un véritable changement. Donc aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il y a cette volonté d'aller vers cet apaisement ou cette ouverture. Au contraire, le pouvoir continue encore à manœuvrer, il continue encore à jouer la façade démocratique. D'ailleurs, pour preuve, aujourd'hui même, vous savez, hier, il y avait une mission d'une visite du bureau régional du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le jour même, il y a eu des arrestations. Le jour même, il y a eu des poursuites. Le cas de la condamnation par contumace du caricaturiste Riles, 10 ans de prison, c'est affreux, c'est vraiment ahurissant. Donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir continue encore à souffler le chaud et le froid. Il continue encore à flouer, si vous voulez, un peu l'opinion, notamment internationale, en jouant sur le dossier de dire ok, on va reculer sur certains dossiers, on va maintenir sur d'autres. Notamment aujourd'hui, c'est visible que le pouvoir s'acharne contre des militants plus ou moins connus ou présumés du MAC ou de Rachat. Ouais. D'ailleurs, on le voit dans chaque jugement, il y a un durcissement des peines, notamment jusqu'à la peine de 20 ans de prison, 10 ans de prison, ce qu'on n'a pas vu en 2019, en 2020. Donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir s'achemine vers ce traitement-là, mais toujours sur une base d'une gestion et d'une tentative de division. Saïd Salhi, avant de vous libérer une petite minute, j'aimerais retrouver Karim Kébir et Hassan Hela juste derrière. Vous le disiez, le haut responsable, le rapporteur de l'ONU est en Algérie. Atman Mazouz s'est exprimé, il a exprimé ses inquiétudes et les atteintes, et condamné les atteintes aux droits humains auprès du rapporteur. Ça va servir à quelque chose, ce rapporteur, ou est-ce que l'ONU peut faire pression derrière, ou c'est vraiment de la diplomatie et puis des constats qui serviront à rien? Vous parlez de la mission du Haut Commissariat des droits de l'homme? C'est ça, tout à fait, ouais, qui est encore en Algérie d'ailleurs. Oui, alors d'abord, cette mission-là, nous avons eu la chance d'abord de faire des réunions en amont et en aval avec le bureau du Haut Commissariat régional, même bien sûr le bureau principal à Genève. Donc c'est une visite technique. Donc le directeur du bureau régional, il a quand même connaissance du dossier algérien. Il a été destinataire des rapports, il a été destinataire des situations plus ou moins, il connaît très bien en Algérie. Rencontré le gouvernement, il a rencontré aussi les acteurs société politique et civile. Bon, bien sûr, le pouvoir essaye un peu, de desserrer le taux, il essaye un peu de céder devant les pressions internationales, notamment onusiennes, surtout après l'examen de l'Algérie devant le Conseil des droits de l'homme. Bien sûr que ça sert toujours à quelque chose, ça sert d'abord au moins à sensibiliser les partenaires de l'Algérie sur le dossier des droits de l'homme, à connaître la situation. Ça a été le cas. Donc la mission a eu l'occasion d'entendre des gens de visu, que ce soit les victimes, que ce soit les acteurs visés directement par la répression, notamment le président du RCD, qui lui-même il est déjà poursuivi en justice. Son parti il fait cible de plusieurs pressions, à l'image d'autres partis. Donc aujourd'hui, le pouvoir ne peut pas jouer un peu le déni, comme il a fait devant le Conseil des droits humains de l'ONU. D'ailleurs, je pense que cette vision s'inscrit encore dans ce cadre-là. Donc les gens veulent voir des visus. Ils veulent encore tâter le terrain de leur propre... Merci. Pour voir les réalités. Merci, cher...
durant cette mission. Merci, cher Saïd Salhi. Je rappelle que vous êtes exilé aujourd'hui en Belgique pour des raisons bien évidemment de sécurité, vu le travail que vous menez à tenter d'apporter de l'apaisement et des meilleures conditions en termes de liberté, entre autres d'expression et de droits humains en Algérie. On retrouve Karim Kébir. Voilà, j'aimerais avoir un mot. Voilà, on a le rapporteur en Algérie, je vais vite. On a aussi ce contexte où il y a ces condamnations d'un côté sur ces deux anciens responsables, on a ces libérations. Est-ce que derrière tout ça, c'est un message, je disais, d'apaisement, ou c'est quelque chose de très stratégique en faveur du pouvoir? Écoutez, moi je rejoins un peu notre ami Saïd Salhi. En fait, le pouvoir ne dispose pas réellement d'une véritable stratégie ou une approche de sortie de crise. À partir du moment où il a commencé les arrestations en juin 2019 et puis l'élaboration de tout un arsenal juridique durant le Covid, il est évident que l'objectif était carrément d'en finir avec le Hirak. Donc il ne peut pas objectivement aujourd'hui aller à l'apaisement ou essayer d'ouvrir au risque et justement de se retrouver encore à gérer la contestation, tout ça. Donc il ne peut pas, en tout cas il est hanté par l'idée de reproduire les ingrédients qui étaient à l'origine de l'explosion de 2019. Mais quand on voit ces arrestations justement qui vont en parallèle avec certaines libérations, moi de mon point de vue, c'est justement révélateur de l'absence de cette stratégie. Parce qu'au niveau du pouvoir, on a l'impression qu'il n'y a pas un consensus sur l'approche qu'il faut pour sortir de cette crise. Parce que la crise politique, elle est toujours en place. Bien entendu, on a étouffé le Hirak, mais tous les ingrédients, toutes les questions, en tout cas, qui font la crise sont toujours en place. Donc je ne pense pas qu'il y a réellement une volonté d'apaisement. Donc on essaye peut-être comme ça par quelques actions, comme ça pour desserrer les taux, sans plus. Mais l'objectif stratégique en tout cas du pouvoir, c'est de ne jamais céder, et c'est de se reconstituer, et c'est tout. Merci, cher confrère Karim Kébir, journaliste en Algérie. Merci d'avoir été avec nous. On termine l'émission avec vous. Encore quelques minutes. Hassan Hirej, peut-être la continuité qui peut aujourd'hui permettre à l'Algérie d'aller mieux, j'ai envie de dire, de se libérer. C'est peut-être un mot un peu fort. C'est quoi? C'est l'ONU, c'est les ONG, c'est les États dits démocratiques comme des pays européens, ou c'est le peuple qui doit vraiment, à un moment donné, continuer cette lutte? Je pense que c'est l'ensemble de tous ces faisceaux qui doivent converger effectivement pour non pas comment dire, rendre raisonnable ce qui nous gouverne, parce que malheureusement ils n'en sont pas là. C'est tout un problème en fait dans notre pays. C'est-à-dire que les hommes du pouvoir aujourd'hui ne sont pas mus par une idéologie comme par exemple dans les années 60-70 où c'était le parti unique, le FLN, l'arabisme, l'islamisme, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, c'est-à-dire qu'on n'emprisonne pas pour des raisons qui seraient une manière donc de dévier de cette idéologie officielle que nous avons connue après l'indépendance. Aujourd'hui, je pense que nous avons affaire véritablement à des hommes de pouvoir qui ont des problèmes beaucoup plus psychologiques que politiques. Ils cultivent le culte de la force, le culte de la puissance, et dès lors qu'un journaliste, un militant, etc., remet en cause cette force-là, remet en cause cette puissance-là, eh ben, malheureusement, on utilise tous les moyens, y compris la justice, pour l'écarter, pour le broyer, pour le rendre totalement invisible, insignifiant, en le mettant en prison, le condamnant à de lourdes peines, etc. Donc, c'est vrai que un rapporteur, par exemple, de l'ONU sur les droits de l'homme
peut avoir un petit peu d'influence, non pas d'un point de vue structurel, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue de retour au droit, mais que ces hommes du pouvoir à un moment aient honte, c'est-à-dire aient un sentiment de honte. Ça, effectivement, ça peut-être influer dans la mesure où, encore une fois, il s'agit bien d'un problème plus de psychologie comportementale que d'affaires politiques. Donc j'ose espérer que en dénonçant, en leur montrant un miroir pour qu'ils se regardent, et bien peut-être que ces hommes finiront par se regarder, par se dire oui, effectivement, on pourrait agir autrement, pour avoir un minimum de fierté. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être fiers de la manière dont ils gèrent le pays. Au contraire, c'est la honte absolue. On le voit d'ailleurs comment, entre eux déjà, entre eux, c'est totalement la guéguerre. Merci Hassan Helesh. Les droits humains qui sont aussi sur Temascan samedi soir aux côtés de Jamaldine Benchenou. Et je crois que si je ne me trompe pas, vous serez dans cette émission pour vous exprimer. On va donc regarder ensemble cette caricature. C'était mi-novembre. Rires Einouch, qui est caricaturiste, qui aujourd'hui donc est condamné à 10 ans de prison ferme par contumace, notamment pour atteinte au président de la République. Voilà. Donc c'est insupportable. Voilà, donc c'est son portrait. Il est tout jeune, il est artiste, mais on en a longuement parlé encore ce soir. Et bien évidemment, merci à mes invités ce soir. Bien sûr, on félicite d'abord nos frères tunisiens qui ont gagné contre l'équipe de France, mais aussi au Maroc qui est qualifié, qui termine premier du groupe F et qui s'est d'imposer donc 2-1 contre le Canada. Donc le Maroc est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Félicitations au Maroc. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Donc dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenou fait samedi soir 18h30. Temascan consacré aux droits humains. Bonne soirée à tous.